Là, par contre, ça suffit. Là, tu peux. Ah, on va commencer. Donc, déjà, bienvenue au 9-11. Merci d'être bienvenue. Donc, aujourd'hui, des news, comme d'hab. Il y a Rémi qui viendra présenter son projet Eliti. On fera une pause réglementaire. Et après, on aura William qui n'est pas encore là, mais qui arrivera sûrement. D'accord, je cherchais dehors. Et donc il nous présentera des frameworks, pas forcément Unity. Oui, des frameworks. Des frameworks. Donc ce sera un peu plus technique, un peu moins de visuel. Un logiciel libre. Voilà. Donc, InfoMug, il ne reste plus que 2 mugs pour cette saison. Le 11 et le 25 juillet. Donc, je ne sais pas si ça aura grand monde en juillet, mais on va les faire quand même. Je pense que le 25 juillet, on finira par un goûter, hein, tous ensemble. Et donc, si vous voulez présenter des trucs, encore une fois, vous pouvez me mailer. Et si possible, la préparation pour vos présentations donc, à la rate. Tout à fait travaillé. Donc voilà, Obama, c'est bien à côté. Ensuite, il y a Yann qui a envoyé une news comme quoi Amazon aimait bien les indépendants qui ont ouvert un store récemment. Donc ils avaient un Android Store et maintenant ils ont un store pour les jeux DRP. Donc si vous avez des jeux que vous voulez proposer, donc je ne sais pas si on propose ça sur Amazon. Je ne sais pas ce que ça vaut comme visibilité et tout ça. En tout cas, ils poussent de ce côté-là. Après, il y a David de Kettlebox qui n'est pas arrivé, mais qui cherche un Galaxy S4. Donc il cherche tout le temps du matos, ce mec, si vous voyez. Il fait des tests. Et il est toujours un candidat à la présidence de Pixelair. Moi, je voulais lui demander où son était, mais voilà, donc on demandera la cause. Et donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui a un Galaxy S4 et qui veut lui prêter quelques heures, on reste à côté de lui, parce que jamais. Voilà, vous avez son mail. S4. C'est presque. Ouais, tu fais bon. Un peu. Après, il y a Sabien qui m'a envoyé une news qui me disait que IGMAC va s'arrêter le magazine papier de Ankama, qui paraît 7 des mois ou les 2 mois, je sais plus. 2 mois. Donc le dernier numéro, c'est le 26 juillet, donc juste après le mug. Et du coup, ils étaient sympas parce qu'on mettait des endroits de monde, donc eu l'occasion d'y être. C'était assez facile d'avoir des articles dedans. Maintenant, il ne reste plus grand monde sur les magazines papier. Il y a Canard PC, je pense. Il reste du monde. Après, là, il y a un rappel sur la conférence Home Design, je pense, qu'il y a encore des places, parce que les inscriptions sont encore ouvertes, donc pour ceux qui veulent aller voir des gens parler du son en jeu vidéo. C'est le 5 juillet toute la journée au Gaumont Multiplex. C'est organisé par Alpha, qui est une école sur Montpellier. Voilà. Ensuite, il y a eu l'E3 la semaine dernière. Il y a eu plein de bons jeux. Des jeux next-gen, comme j'avais fait. Il y a eu des consoles. Et puis, il y a eu un petit post-drama E3, parce qu'il y avait les Xbox et la PS4 qui ont été annoncés avec des prix de 399 et 499 $, donc une différence de 100 $ entre deux consoles. Déjà, il y a Xbox qui est plus cher. La PS4, ils ont dit que ce serait DRM à la discrétion des développeurs. Donc, si on peut bloquer la vente d'occasion, si on veut faire des passes online, des choses comme ça, on peut sur PS4. Et on ne pouvait pas sur Xbox pendant la conférence. Ils avaient dit non, on va bloquer une plateforme fermée. Et, les développeurs n'ont pas le choix, ce sera DRM à fond. On ne peut pas revendre les jeux plus d'une fois, on ne peut pas les rendre en téléphone, machin. Et là, hier soir, ils ont dit ah non, finalement, on va faire comme Sony, parce qu'ils ont vu que les performances n'étaient pas si bien que ça, finalement. La console n'avait pas la bonne réputation, donc à voir. Donc pour l'instant, Sony sont beaucoup plus indie-friendly aussi. Il y a pas mal de titres indépendants qui vont aller sur la plateforme de la PS4. Et Vita aussi, c'est vraiment délicat. Donc voilà. Le truc amusant sur cette histoire, c'est que le seul avantage de la Xbox One, c'est qu'on pouvait quand même refiler des jeux numériques, prêter des jeux, etc. Et ça, c'est complètement annulé maintenant. C'est plus que la version boîte. Et le truc, c'est que maintenant, ça va permettre à Steam de le faire et d'être le seul à le faire. Voilà, parce que oui, une rumeur et des petits logs de Steam, apparemment, on pourra prêter des jeux dans Steam bientôt. Donc, quelles seront les conditions,
transactions, est-ce qu'il y aura des transactions entre les traits? C'est pas. Après, il y a de l'autopromo, donc cette semaine on a sorti le trailer. C'est même pas un trailer, en plus, c'est un gameplay footage de gueule. Voilà. Donc si vous voulez le voir, attends, je crois que je l'ai. Ça va venir. C'est tout de même bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait 9, 11. VSC. Alors, je sais pas s'il y a du son, parce qu'il y a Maurice que vous avez des sons sur. Je pense que ça devrait être. Donc voilà, c'est le premier, la première fois qu'on montrait du gameplay au monde, à l'internet. Donc c'est un point critique, hein, c'est un mode qui est en vogue. Michael Bay. Il n'y a aucun signe qui a été tué dans le trailer. Enfin, le trailer de footage. Donc voilà, on prévoit de sortir à la fin de. Il faut commencer à parler un peu du jeu, parce que sinon, quand on va sortir, on sera dans le cosmos. Donc ouais, à ce sujet-là, dans le prochain mug, il y aura quelqu'un qui va parler du marketing en première partie. Donc c'est son métier, il habite sur Nîmes, il vient parler de marketing en première partie dans 2 semaines. Donc on pourra lui poser des questions. Allez, je suis ici. Donc il est même venu, cette fois-ci encore, 2 fois de Nîmes, donc Nîmois, respect. Après, Autopromo 2, donc tout à fait, il y a Block Matter qui a hérité des Steam Trading Cards, même si on les avait soumises la semaine dernière, donc elles ont été approuvées. Donc la semaine dernière, on en avait parlé pendant un quart d'heure. Donc en gros, c'est des cartes qui sont. C'est un jeu dans Steam, c'est un jeu dans l'outil Steam, donc c'est même pas un jeu dans des jeux, c'est pas des jeux. C'est la collection de cartes à il y a des cartes. Par jeu, par exemple, là, nous on a 6 cartes, on a conçu 6 cartes. Les joueurs ils peuvent en débloquer 3 en jouant à Block Matter, au hasard. Et les 3 autres, ils doivent soit les échanger avec leurs amis, soit les acheter sur le market, parce qu'ils ont mis un marketplace en place. Donc, en gros, là, ça fait. Alors, il y a une cote, il y a une économie. Donc, nous, la cote là, des cartes normales, c'est 20 centimes pièce. Donc, sachant qu'un possible pour compléter le deck. Une fois qu'elle est 6, tu peux les crafter, donc les mélanger, donc les consommer, tu les jettes. Ça te donne un badge qui s'affiche sur ton profil Steam. Un badge qui a un level, donc il est level 1. Pour l'avoir level 2, il faut que tu recollectionnes les 6 cartes. Tu recraftes. Il y a 6 levels. Et le 6e level, il ne faut pas crafter des cartes normales, il faut crafter des cartes qui s'appellent fold. C'est des cartes brillantes, qui sont plus rares. Elles ne sont pas à 20 centimes, elles sont plutôt à 5 $. Donc, et voilà, donc là c'est ça qu'on craft les 6 cartes. Moi j'ai crafté les 6 cartes, les premières. Donc le premier level, il faut gagner un badge, donc un super badge, voilà. On gagne des backgrounds pour skiner son interface Steam. Dès le premier badge.
gagne des backgrounds Steam, on gagne des émoticônes pour le chat. Vous pouvez gagner un petit cadeau. Je peux faire 2 points de guide, 2 points, et ça m'a un cadeau. C'est le badge qui donne ces trucs-là. C'est quand tu utilises les cartes, quand tu craftes les cartes, ça donne un badge plus ça. Et ça donne aussi des petits bons de réduction valables 2 semaines, 1 mois, juste 50% sur Deadline. Et c'est random. Les 2 semaines, 1 mois, ils commencent au moment où on a. Une fois que tu as eu le thème. Donc on va commencer à crafter. Ouais. Donc si tu n'as pas l'intention d'acheter des jeux bientôt, tu gardes tes trucs non craftés et tu les craftes au moment où tu vas brancher. Ça peut être une technique, hein. Tu sais pas sur quoi tu vas faire. Ouais. Et donc du coup, nous, en 2 jours, déjà, on a été visible dans le groupe. C'est en bêta, c'est pas encore lancé officiellement, mais on était dans un groupe d'utilisateurs de 600 000 personnes. Donc, le jeu est visible. D'accord. Après, on a la courbe là, des ventes dans l'heure qui suit, ça fait 100 unités d'un coup. Là. Et après, les cartes, elles ont comme à la bourse, il y a le cours des cartes. Donc, par exemple, la carte Marcus, le 16 juin à 4h, elle valait, s'en est vendu 37 dans l'heure, et elle était à 21 centimes d'euros. Sachant que sur toutes ces transactions, le développeur touche quelque chose. Donc, 10% environ de la transaction. Donc pour l'instant, il n'y a pas dans le back-office, on n'a pas les infos de. Non, le reste, c'est pour les utilisateurs, c'est en soi en fait. Tu as un wallet qui est à toi où tu gagnes de l'argent. De cet argent-là, tu pourras dépenser que dans Steam. Tu pourras le sortir un peu comme des bagues. Les bagues, ils prennent, je crois, 5% ou quelque chose. Ils prennent moins. En tout cas, c'est une petite économie qui se fait quoi. Donc voilà. Là, il y a mon ancien profil. Là, il y a mon nouveau. Moi, je dis, ça valait le coup de dépenser. Donc voilà, on dira combien ça rapporte, si ça rapporte quelque chose, mais en tout cas, Valve, ils expérimentent en ce moment tout plein de modèles économiques. Donc c'est peut-être l'alternative du freemium, hein, c'est peut-être le jeu de capitalisme. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour la suite de la dernière fois. Donc là, on va passer à la première partie, si tu es prêt à la Tu vas nous parler de son jeu qu'il est en train de développer seul pour l'instant. Peut-être pas très longtemps. Tu parles de copain. Tu vas nous dire ça. Hop, je te mets sur la ligne. Après, il y aura la pause. Il y aura la pause, il y aura William qui va présenter des frameworks. Donc j'ai collé des trucs de l'internet, je sais pas si. Et le prochain, donc c'est bon juillet. Donc Emmanuel, ici présent, il viendra parler de marketing. Et ComputeShader, qui deviendra l'Arlésienne, il ne sera pas là, donc il n'y aura pas de ComputeShader. C'est un dupliqué il y a 3 fois. Donc voilà. Je reconnais, ça fait longtemps qu'on les attendait, ComputeShader. Il faut teaser. Donc voilà. Oui, là c'est pour présenter une prochaine démo que je vais commencer, du level design en live, mais bon, il faut que ça charge, il faut que ça marche. Donc ça on verra ensuite. Donc on va commencer. Donc bonjour à tous. Moi c'est Rémi Gallet, je suis game level designer. Donc voilà, pour présenter, voilà, je suis un game level designer de formation et de profession. En ce moment je suis à Ubisoft sur Rayman Legend. Mais ça n'empêche que voilà, enfin, dans mes temps libres ou même depuis le début, j'ai beaucoup de passion pour faire des jeux vidéo. Donc je touche un peu à la programmation, un peu au graphe. Je suis pas une pointe dans l'un des deux métiers, mais
j'essaye de faire avec ce que je peux. Donc oui, 4 ans d'expérience avec Unity. J'ai commencé à Super Infogame, l'école de jeux vidéo, où j'étais programmeur sur mon projet perso de fin d'année, qui s'appelle When Gods Play. Je pense pas que vous en ayez entendu parler, mais en gros, c'est un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel vous incarnez un dieu et vous changez la topologie du terrain pour avantager vos armées. C'est assez proche de From Dust, d'ailleurs. Pour info, on a découvert From Dust à la fin de l'année quand on était déjà en train de développer, donc on n'a rien au pied. Mais voilà, enfin c'était un gros challenge, on n'a pas fait un prototype énorme, mais voilà, en tout cas, moi j'étais programmeur dessus et enfin, il y a eu des hauts débats, mais voilà, je me suis bien amusé à programmer les intelligences artificielles et puis la terraformation. Tu l'as déjà fait avec Unity? Oui. Tout ça c'est Unity en fait, je développe surtout sur Unity, sinon j'ai fait un peu d'Unreal, mais ça c'était surtout des mods pour Splinter Cell et pour Gears of War, donc des éditeurs, c'est chiant ce mot. Des éditeurs disons qui étaient déjà faits pour les jeux, donc il y avait déjà tous les outils dedans. Il y avait juste à utiliser, donc c'était surtout du level design. Là par contre il a fallu qu'on développe nos outils, qu'on sache ce qu'on fait exactement. L'avantage de Unity d'ailleurs par rapport à Unreal, enfin en tout cas pour moi, après ça va venir, il y a peut-être le Kismet, le fameux Kismet qui permet de faire des 3C dans le prochain Unreal. Un autre projet que j'avais fait, enfin là c'est plus un outil, c'est pour le jeu Meat Boy, sur Flash, sur internet. En gros, l'éditeur, il est pas, on va dire qu'il n'est pas assez efficace pour faire de l'itération en level design. Enfin, c'est pas pratique, on n'a pas la fenêtre d'édition assez proche où on peut directement changer son niveau et ensuite le recharger dans le jeu. Donc moi sur Unity, avec un ou deux potes, on a fait un éditeur de nouveau pour Meat Boy où on pouvait faire l'itération facilement. Et après, voilà 3 petits points parce que j'ai fait d'autres projets mais qui n'ont pas beaucoup abouti parce que pas le temps, parce qu'au final pas la motivation. Et le dernier en date, c'est Cycle ou Cycle pour la ferme américaine. Celui que j'ai commencé il y a en fin août de l'année dernière, j'ai eu une période de carence avec Ubisoft et je me suis dit j'ai envie de revenir un peu au développement indépendant sur le jeu. Enfin je connaissais bien Unity donc je me suis dit je vais me lancer. Donc voilà, j'ai commencé Cycle, j'ai été repris à Ubisoft il n'y a pas longtemps donc la production s'est un peu ralentie, m'a mis beaucoup. Mais j'ai quand même pu pas mal avancer. Donc je vais vous montrer le jeu Cycle. Donc comment ça a commencé? Le but c'était que je puisse faire un projet seul, c'est-à-dire avec des compétences de programmeur débutant, graphiste débutant, mais j'ai pas mal appris à lui ce que c'était que le design, le level design, et je suis parti de ce principe de voilà, enfin je connais ces mécaniques, je sais ce qu'il faut faire, et je me suis dit je vais me lancer le challenge de le faire moi-même. Donc étant une pile un peu en animation, en prog et en graphe, enfin plus en animation, je me suis dit déjà il faut un personnage qui ne demande pas beaucoup d'animation, donc déjà c'était même pas la peine pour moi de faire un personnage, un être humain. Donc en fait je me suis inspiré d'un élément de gameplay dans The Legend of Zelda, d'ailleurs qui a beaucoup d'inspiration dans ce que je fais dans Cycle parce que j'aime bien ces mécaniques d'énigmes et de level design qui vous disent un petit peu sur ce que vous allez faire et en même temps qui vous demandent un peu de réfléchir. Et je suis parti d'un élément de gameplay qu'il y avait dans Oracle of Age ou Oracle of Season, c'est-à-dire une espèce de cube qu'il faut pousser et mettre sur la bonne couleur sur une case. Et je me suis dit, cette idée, elle a du potentiel, et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu autour de cette logique d'un cube qui a différentes couleurs sur différentes faces, et d'avancer dessus. Donc voilà, je suis juste parti sur cette idée, c'était vraiment partir d'abord du gameplay, qu'est-ce que je veux faire, donc voilà. Les premières itérations, toujours pas d'animation, c'était que du code, comment déplacer le cube. Et aussi la règle des couleurs, c'est-à-dire voilà, si j'ai pas une face rouge devant une case rouge, je passe pas. Voilà, c'était implémenter déjà la rotation du cube, savoir quelle face arrive devant quelle dalle. Et puis essayer d'arriver à quelque chose de concret. Donc je suis arrivé, je sais pas, c'était plutôt vers mi-septembre, j'avais déjà le déplacement du cube et la règle des couleurs, c'est-à-dire les couleurs qui matchent.
En gros, la face rouge, s'il y a une dalle rouge en face, je peux avancer, sinon j'avance pas. Donc là, on avait ça qui était fait au bout de 2 semaines. Donc je me suis dit aussi, faire un jeu qu'avec ça, c'est que du déplacement. Je me suis dit, ça suffira pas à faire tout un jeu entier. La preuve, c'est que dans The Legend of Zelda, c'est 3 séquences de gameplay dans un donjon. Donc je me suis dit, il y a quand même un potentiel intéressant dans le fait d'avoir une logique d'anticipation de mouvement du cube et savoir enfin quelle couleur va atterrir à quel endroit. Donc du coup, j'ai essayé de développer des nouvelles attitudes. J'ai voulu pousser le concept plus loin et essayer de trouver d'autres habilités pour le cube pour continuer à challenger cette particularité qui est de matcher les couleurs et d'avoir enfin une logique de géométrie des couleurs. Donc je vais vous montrer une petite mini-niveau. Je vais lancer un peu l'écran. Donc alors là, c'est pas un niveau, c'est juste une salle de test qui moi m'a permis de tester justement mes différentes habilités, les 3C. Donc là vous avez le cube. Voilà, on a le déplacement, les rotations. Alors là, si vous voyez les dalles, c'est pas extrêmement visible, désolé, mais c'est des dalles que j'ai appelées des dalles neutres. En gros, n'importe quelle couleur peut aller dessus. Du coup, ça permet quand même d'avoir un certain déplacement. Dans les nouvelles habilités que j'ai fait, je me suis dit, voilà, on a un niveau avec des couleurs, des dalles de couleurs, il faut anticiper. Pourquoi pas aussi changer un petit peu le niveau qu'on a. Donc j'ai développé un pouvoir qui permet d'aller sur des sortes de serrures, qui permet de rotater des éléments. Et du coup, on peut changer un petit peu la disposition du LD. Donc là, c'était juste un test, mais du coup, en exemple de gameplay pur, on peut imaginer qu'il y a des couleurs carrément dans un élément qui rotate, et du coup, changer les possibilités de rentrée et de sortie dans un niveau. Disons que ça augmente un petit peu la variété de gameplay. L'autre pouvoir que je vous montrerai dans une autre démo, c'est celui que j'appelle le pouvoir de force parce qu'il permet de monter sur une dalle. Et celui-là, la logique est différente parce que cette fois, il ne faut pas regarder sur la face de côté pour savoir laquelle va atterrir sur une dalle. Cette fois, il faut regarder est-ce que la dalle du dessus, est-ce que la face du dessus est la même couleur que la dalle au-dessus. Donc là, je peux y aller. Si c'était rouge, je vais essayer de faire, je ne peux pas monter. Voilà. Un autre pouvoir que j'ai développé, c'est le saut. C'est simple, mais mine de rien, le saut, c'est la même logique un peu que celui de la force, c'est-à-dire qu'il faut que la couleur du dessus du cube corresponde à la dalle sur laquelle vous voulez atterrir. En gros, sur la dalle de gauche, si elle était rouge, je pourrais y aller. Là, elle est neutre, donc je peux y aller comme je veux. Mais ça développe encore d'autres trucs. Donc voilà, j'ai fait un truc avec des hauteurs. On peut aller tant qu'on veut du moment que la hauteur est plus basse. Le dernier pouvoir que j'ai développé, celui-là, il amène un peu plus de variété et encore plus de sous-branches. En gros, c'est l'attraction. En gros, là, j'ai un collectible. J'ai récolté quelques collectables juste avant. Et celui-là, il est vert, il est hors de ma portée parce que je ne peux pas y aller. Donc avec un pouvoir, je peux l'attirer si j'ai la face verte en face du collectable. Donc là, il n'y a pas de feedback, désolé, mais c'est pareil pour les dalles. En gros, en appuyant sur la même touche, je peux passer sur un plan différent. Si la couleur est la même ou si elle est neutre, je peux passer. Donc oui, désolé, le GPE n'est pas complètement terminé. Donc les feedbacks de dire je peux aller sur ce plan-là. Donc voilà, en gros, j'ai développé une batterie d'habilités qui me permet moi d'avoir plus de variété dans les niveaux. Donc voilà, je peux montrer un peu plus de trucs. Disons que ça permet de faire pas mal de topologie, avoir une vraie réflexion en 3 dimensions. En gros, disons qu'on voit que la difficulté va augmenter parce qu'on va avoir plusieurs plans, au début on n'aura qu'un plan et petit à petit il y aura plus de plans. Et on pourra un peu plus naviguer en 3 dimensions. Donc voilà, ça c'était ma petite démo. Donc du coup j'ai testé aussi, je pense que dans un jeu ce qui est marrant aussi c'est d'avoir du gameplay exotique, d'autres mécaniques.
Comme mon jeu était déjà basé sur du puzzle réflexion, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc j'ai appelé, enfin il y a un mode que j'ai appelé le Spirit Mode. En gros, ça vous n'avez plus le contrôle du cube. En maintenant appuyé le clic gauche, vous rentrez dans Spirit Mode, vous avez plus de liberté de caméra. Et ça permet, en fait c'est un gameplay d'observation et de visée. Ça vous permet de déclencher certains éléments et même de récolter certains collectables. Et en gros, c'est juste un gameplay pour pouvoir observer et viser. Un autre que j'ai fait, c'est tout simplement prendre le puzzle. En gros, c'est un mini-jeu puzzle où vous avez des pièces, vous pouvez les sectionner et faire une rotation de 90 degrés et essayer de compléter un puzzle. Donc voilà, c'était des mécaniques que je voulais implémenter parce que ça apporte un peu de fraîcheur à ce gameplay d'anticipation et de déplacement du cube. Ça apporte aussi une nouvelle, on va dire un nouveau paramètre dans le rythme global du jeu. Donc voilà, il y avait beaucoup plus de choses que j'avais trouvées, sauf que je les ai trouvées, on va dire, pas assez pertinents, pas assez intéressants dans la globalité, dans l'esprit du jeu que je voulais faire. Genre, je voulais par exemple faire rotater le cube pendant que je sautais. Et je me suis dit que ça va juste m'emmerder quand je vais faire du level design, ce genre de truc. Donc voilà. Donc ensuite, la prochaine question, c'était ok, maintenant il faut faire le jeu, parce que c'est bien d'avoir des déplacements, maintenant il faut se dire ok, qu'est-ce que ça va être le jeu. Donc j'ai eu en fait 2 semaines de vacances où j'étais en dehors de la programmation, où j'ai pu commencer à noter des idées sur quels sont les objectifs que je voulais faire, quel était le type d'éléments que je voulais récolter, quel était comment le cube allait évoluer, comment le joueur allait évoluer dans cet univers, dans ce jeu. Donc j'avais été pas mal d'idées et je me suis dit aussi, en prod, il faut aussi commencer à penser à une architecture, à se dire ok, comment je vais construire tout ça, parce que voilà, les idées sur le papier, on se rend compte qu'au final ça prend 10 fois plus de temps quand on code. Donc dès le début, dès que j'avais un besoin, on va dire en design, en game et level design, c'était pour ainsi dire, on va dire que c'était mon focus à moi. Enfin, comme je suis game designer, mon but avant tout c'était d'avoir quelque chose qui soit facile à faire en design. Donc voilà, en gros, l'outil pour faciliter le game level design, j'ai envie de dire merci Unity. Unity c'est quand même un incroyable outil à ce niveau-là. C'est vraiment efficace. Après, à chaque fois que je construisais un nouvel élément avec lequel je pouvais interagir, je me posais tout le temps la question de qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit automatique, qu'il soit géré par le code, et qu'est-ce que moi j'ai envie de changer en termes de design. Par exemple, les puzzles dont je vous ai montré l'image, il y a plein de choses qui sont automatiques, et je me suis réservé qu'en design que la possibilité de changer le nombre de pièces que je veux positionner, lesquelles bien sûr. Et voilà, en gros, il y a beaucoup de choses après qui sont faites automatiquement via le code. J'ai essayé de faire un maximum pour que, pour moi ensuite, en design, ce soit clair à implémenter dans le jeu. Donc voilà, facile à tweaker, facile à changer. Un autre exemple que j'ai fait, c'est ce que j'ai appelé le Cinematic Manager Tool, parce qu'au début c'était fait pour faire des cinématiques entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des cinématiques, c'est plus des cutscenes dans lesquelles on peut encore interagir. Mais en gros, c'est inspiré du Kismet de Engine, dans lequel j'ai des icônes graphiques qui dit là par exemple, la première icône que vous voyez, ça veut dire je déclenche une cinématique. Là, ça se voit pas très bien, mais c'est en gros une image qui dit ok, fais apparaître l'image, là des délais, là fais apparaître du texte. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pour faire tout ce qui est scripté. Dès qu'il y a une scène avec un peu d'animation, un truc un peu exotique ou je sais pas, une cinématique aussi, j'utilise cet outil. Moi, je l'ai fait, ça m'a pris un peu de temps, mais au final, ça m'a fait gagner beaucoup de temps ensuite parce que c'était moins de code à faire. Et en gros, ça permet de facilement aussi savoir où est-ce que ça pêche dans la cinématique ou dans la cutscene que j'ai fait. Donc un outil, ça marche vraiment à peu près comme le Kismet. Après, il manque d'autres outils et c'est moins souple que le Kismet. Mais pour mon jeu, en tout cas, ça me suffit pour l'instant. Donc oui, donc là, je vais vous montrer. J'espère que ça... Je sais pas. Non. On va essayer. Donc normalement j'ai fait une scène spéciale comme ça. Donc oui, je vais essayer de vous montrer un petit peu
comment je fais? Ah, voilà, j'ai quelque chose. Donc là, en fait, en gros, je peux afficher la hiérarchie en disant. Voilà. Alors, dans la hiérarchie, ça, c'est en gros comment je commence un niveau. Bon, voilà, direction de light, c'est pour voir un peu. Alors, le caractère que vous voyez là, c'est une pile avec tous ces éléments. J'en implémente un par niveau à chaque fois. Le data manager, c'est quelque chose que j'ai fait pour gérer les datas globales du jeu. En gros, combien j'ai récolté, quel est le niveau du cube, qu'est-ce qui est sauvegardé, qu'est-ce qui est loadé. Le GUI manager, ça c'est pour tout ce qui est GUI. Le room content, dans le room content, en fait, c'est juste le plan dans lequel j'implémente mes dalles pour faire le level design sur un plan. Et le scene manager. Le scene manager, lui, me permet de gérer tout ce qu'il y a dans une scène, juste une scène. Donc, en gros, c'est lui qui charge le niveau, qui dit ok, d'après ce que dit le data manager, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je charge tout le niveau. Donc, voilà, je vais essayer de vous montrer un peu le level design. Donc là, en gros, voilà, j'ai juste quelques dates de template. En gros, quand je fais lecture, j'ai déjà dit dans mon scene manager, tu pop sur une dalle. Ah. D'accord. Bon, bah en fait, je ne pourrais pas vous montrer. Désolé, mais en gros, ouais, ça m'embête un peu, mais je vais. Ouais, mais. Déroule les axes. Juste à droite. Déroule les axes, c'est ça qui manque. Si je dois tout refaire, je pense qu'on va passer une heure, donc tant pis, je vous montrerai pas ça peut-être une prochaine fois, on sait jamais. En gros, c'était pour montrer, pour moi, ça me prend pas longtemps de faire un plan. Et là, je l'ai appelé room content. Digite la scène, donc on voit comment ça marche. D'accord, c'est tout con, c'est réutiliser ce que j'ai de Unity. En gros, voilà, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ce qui aurait été intéressant, c'est de vous montrer que directement, dès que je fais lecture, ça prend en compte tous mes changements. Et pareil, enfin, je vais vous montrer vite fait, en gros, si je crée un autre plan que je vais appeler room content vertical, enfin je vais mettre un V. En gros, dedans, je peux mettre aussi des dalles. Donc, dans cet élément, des bases, voilà. En gros, voilà, là j'ai mon nouveau plan avec une nouvelle dalle. Pour moi, le plan, il suffit que je fasse une rotation simple. Voilà. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais un nouveau plan, et si je dis que cette dalle, dans cette dalle, j'ai des properties. Voilà. En gros, ça c'est tous les paramètres de la dalle. Scripted, c'est pour dire est-ce qu'il lance un script. En gros, dès que je vais dessus, est-ce que ça lance une cinématique, un script. D'autres trucs. Isdalab, c'est pour dire je peux monter dessus. Isattraction, si je coche ce truc-là, en gros, quand je vais faire lecture, je pourrais directement être attiré par cette dalle-là, bien sûr, si je mets la face verte du cube en face de cette dalle. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer en live. Je vous assure, ça marche. Vous n'êtes pas obligé de me prendre, mais on va dire que j'ai testé hier, ça marchait. Donc en gros, voilà, pour moi, ça va assez vite de faire du level design. Ça me manque encore, à mon avis, beaucoup de travaux du genre, j'aimerais bien changer en live la couleur des dalles, ce que j'ai pas encore fait. Enfin, pour moi, en paramètre, c'est juste un truc, mais disons que j'ai pas géré dans Unity le fait qu'elle change graphiquement directement dans l'éditeur. Et ça, c'est un de mes prochains travaux, j'imagine, quand je vais faire un peu plus de niveau. En tout cas, j'ai déjà une bonne base pour pouvoir faire déjà des niveaux assez complets. D'ailleurs, je vous montrerai un peu plus tard un des niveaux du jeu que j'ai fait, qui n'est pas totalement terminé, toujours work in progress. Il y aura sûrement des changements, comme d'habitude dans le jeu vidéo. Donc voilà.
Ensuite, je vais parler un petit peu de quelque chose qui est né vite fait assez naturellement pendant le développement du jeu, l'histoire et la direction artistique. Pourquoi? Parce que voilà, dans les jeux de réflexion puzzle, globalement, la majorité d'entre eux, c'est quand même un enchaînement de tableaux dans lequel vous finissez le tableau et vous passez au suivant. Moi, je ne voulais pas faire ça. Moi, j'aime bien le côté aventure, la Legend of Zelda ou à la Portal. Parce que Portal, c'est typiquement le jeu, enfin c'est du réflexion puzzle, et il y a quand même une histoire, une progression. Et disons que moi je voulais ça déjà pour l'immersion, pour le joueur, je trouve que c'est quand même plus agréable, enfin en tout cas de mon point de vue, de se balader dans un monde, de découvrir un univers et de faire la réflexion puzzle en même temps. Donc je suis parti sur cette idée de faire ce qu'a fait Portal, c'est-à-dire je suis une histoire et j'enchaîne des tableaux, mais j'ai moins l'impression d'enchaîner des tableaux parce que je vis quelque chose. Et en gros, je vais vous donner un peu le pitch. Il est né, en fait, disons que j'ai d'abord focusé sur le gameplay, comme je vous ai dit, et après je me suis dit comment je justifie le fait que le joueur est incarné en cube. Du coup, en fait, je suis parti sur une histoire de. Le cube, c'est une relique funéraire dans laquelle on met les cendres de quelqu'un qui vient d'être incinéré. Et en gros, il est amené dans le royaume de l'au-delà pour passer, on va dire, des épreuves pour savoir s'il peut être incarné sur Terre. Donc en gros, vous incarnez cette relique funéraire, vous pouvez passer les épreuves des dieux et ensuite gagner une nouvelle vie sur Terre. Voilà. Donc oui, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était d'abord le gameplay et comment je le justifie et comment je développe un univers autour de cette mécanique. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des artworks très vite faits, pas finis. Les graphistes vont dire c'est dégueulasse. Normal, ça a été fait vite fait. Disons que pour moi, ça a été une aide pour me donner déjà une vision globale de qu'est-ce que je voulais, à quoi ça pourrait ressembler. Et en gros, je me suis dit, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Et en gros, pour vous expliquer un peu où ça se situe, comme je vous ai dit, vous allez dans le royaume des dieux, donc c'est au-dessus des nuages, et c'est une structure un peu technologique dans un certain sens où il y a beaucoup de métal, beaucoup de choses à représenter. Disons que c'est des copies de machines de ce qui existe dans la nature. Et voilà, c'est un monde un peu barré. J'ai tenté le truc, ça me plaisait, et voilà, j'ai tenté quelque chose comme ça. Et voilà. Donc le jeu aujourd'hui, je vais vous montrer justement comme ça, normalement c'est sûr ça marche. La démo du jeu que j'ai. Donc en gros, moi je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait dans le jeu aujourd'hui, je vais juste vous montrer un niveau, le 3e niveau. Il y a un peu de sound design, faites attention, c'est pas terrible, c'est juste des essais. Voilà. Je vous laisse la cinématique, vous en avez rien à faire. Donc là, voilà, ça a été fait entièrement avec le système de Kismet, ça m'a permis de gagner vachement de temps et aussi de mieux, on va dire, synchroniser le texte et les images pour que j'ai quelque chose qui corresponde visuellement à ce qu'il y a écrit en dessous. Et du coup, moi ça m'a permis d'aller vachement vite, je l'ai fait en une soirée cette cinématique, donc voilà, les artworks sont assez vite faits, ils sont pas extrêmement joli, mais au moins j'ai une cinématique qui introduit un peu le jeu. T'en as un chiffre pour l'opacité, les fondus Du tout, en fait. Comment c'est une vidéo la cinématique? Non, du tout, c'est vraiment fait avec Unity, c'est fait avec. En gros, je mets un plan devant, et dans ce plan, c'est géré avec le Kismet que j'ai. Je lui dis quelle image tu fais apparaître, quelle image tu fais disparaître, et je joue sur l'alpha. En gros, c'est comment j'ai programmé ma boîte, j'appelle ça une boîte, mais l'un des éléments de Kismet qui permet de gérer l'apparition et la disparition d'images. Et pareil pour les textes ils apparaissent via une autre box qui gère les textes. Et en gros, tout ça, ça a été fait entièrement avec ça en une soirée. Sans compter les artworks qui ont été faits, qui ont pris un peu plus de temps, mais que j'ai voulu faire assez vite pour pouvoir justement tester ce système. Donc voilà, je vais faire un continu pour vous montrer directement un niveau. Ouais, ça.
Donc oui, le PC est pas terrible. Donc là, ce que on va faire, oui, chez moi ça rentre un peu et là ça rentre pas mal. Donc peut-être que je vais baisser la qualité, moi c'est rare. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de passer, c'est un portal. Donc le portal, ça s'active avec le Spirit Mode, ce que je vous ai donné. Dès que vous avez ce symbole-là, en gros, ça permet de déclencher le GPE. Il faut rester dessus, et quand je le déclenche, au bout d'un moment, il me dit ok, c'est bon, je te téléporte. Donc le Spirit Mode, c'est vraiment juste. En fait, je pense que dans un jeu de réflexion, c'est sympa de pouvoir s'arrêter, regarder un peu. Et là-dedans, il y a pas mal de choses qui sont déclenchables avec cet élément-là, dont les portails pour passer d'un niveau à un autre. Donc là, vous avez un petit aperçu du niveau 2 qui n'est pas terminé non plus. Mais globalement, donc voilà, c'est un peu en slow motion. Donc voilà. Donc je reviens sur le niveau que je vais vous présenter. On sait que tu as niveau 3. Là, deux portails. à chaque fois j'ai un portail et à chaque fois un portail m'amène dans un niveau et en fait ça va avec la progression, on commence à savoir où est-ce qu'on va et à chaque fois oui il y a deux portails et chacun est son lié à différents niveaux. Je prévois mettre peut-être plusieurs portails par niveau. Ça sera un bon voir. Donc ça c'est un autre élément que je peux choper avec le Spirit Mode, c'est des pièces de puzzle. Je vais vous montrer plus tard à quoi ça sert. Donc là une petite GUI aussi vite fait. En gros, en bas à gauche, vous avez le nombre d'énergie. Le nombre d'énergie, c'est ce qui permet de faire gagner des niveaux au cube et qui vous donneront des habilités de confort. En gros, elles ne sont pas obligées pour finir le jeu, mais elles sont assez intéressantes parce qu'elles apportent un peu de confort. Et les pièces de puzzle, c'est un collectable qui, elle, vous permet de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, les puzzles. En gros, il faut un certain nombre de pièces de puzzle pour pouvoir déclencher un puzzle et le faire. Donc, je vais vous montrer ça un peu. Donc là, un petit exemple de LD, vite fait, vite réfléchi. En gros, j'ai du vert et du rouge, je me dis ok, comment j'y vais? Donc là, je peux y aller. Alors ça, c'est un truc que j'ai développé assez vite. Ça, c'est on va dire, des steps de pouvoir. J'ai pas de nom, je viens de le dire comme ça. Mais en gros, ça va vous donner à chaque fois une nouvelle habilité. Donc ça aussi, ça c'est fait entièrement avec le Cinematic Manager, tout ce que vous avez vu. D'ailleurs, il y a un bug. C'est pas grave, on va faire CV kit et continue, ça marche. Je pense que c'est parce que ça lag, j'ai pas mal de soucis avec le framerate. Donc voilà, donc oui, ouais. Désolé. Donc en fait, ces dalles-là, ça te permet d'obtenir des nouveaux pouvoirs. Donc là, on débloque en fait le pouvoir de force, mais qui ne veut pas. Je vais tenter un trick. Désolé. Donc ça, c'est un exploit que je n'avais pas vu, je découvre un bug. Merci les bugs. Justement, comment tu gères le lien entre le cube et les plaques pour savoir s'il peut y aller, s'il peut y aller, comment il se déplace? Je répondrai à ça après. Donc, non, mais je vais y répondre après. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres éléments que j'aimerais bien vous montrer et qui vont être un peu durs. Donc, voilà, vous êtes en train de voir un fail complet du micro. Oui, non, là ça interagit plus justement. Donc, tant pis, je vais vous montrer un truc depuis le début. C'est dommage, je vais vous montrer. Donc là, c'est l'introduction du jeu. On commence dans la salle funéraire. Attention, c'est complète improvisation. Là, je ne pensais pas vous montrer ça, mais bon. Et en gros, on apprend un petit peu déjà à utiliser le Spirit Mode. Donc là, on reconnaît le symbole sur lequel on peut interagir avec. Donc, gameplay de visée. Voilà. Donc tout n'est pas encore fait sur ce début, il manque une histoire, il manque des dialogues, il manque pas mal de choses, mais le mécanisme est là. Donc là, comme j'ai dit, la date de pouvoir, attention sur le design, voilà. C'est lui en gros, il vous offre la capacité de justement vous déplacer. Donc là, on se déplace dans un début de niveau. Là, on n'a aucune couleur sur le cube, donc on peut se déplacer à peu près où on veut du moment que c'est des dates neutres. Là, c'est un GPE. Juste introduit comme ça, c'est une porte, en gros, il faut que j'appuie sur la dalle pour pouvoir le débloquer. Disons qu'après, ça devient un peu plus intéressant, parce que cette fois, ensuite, on peut combiner avec des couleurs, du coup, il faut savoir comment est-ce qu'on déplace le cube pour arriver sur la dalle, ensuite on peut
peut aussi le combiner avec les pouvoirs de force, c'est-à-dire qu'il faut encore plus anticiper. Et il y en a certaines, il faut les mettre dans un ordre précis. Du coup, je peux jouer un peu. En fait, j'aimerais quand même vous montrer un petit peu les puzzles, donc on va essayer de rusher un peu. Non, justement, enfin là, après ça c'est le travail que justement, enfin là où j'essaie de faire un peu attention, c'est-à-dire le level design, pour moi c'est faire en sorte de faire un level où on n'est pas bloqué normalement avec les couleurs, et j'essaye aussi de faire attention. Un truc que je vous ai pas dit dans la démo tout à l'heure, mais parce que j'ai pas pu avancer, c'est qu'avec le data manager, dans une scène, je peux lui dire, ok, prends ces habilités-là et ces couleurs-là, comme ça je peux tester un niveau, même si j'ai pas toutes les couleurs et tous les pouvoirs, je peux le tester à l'avance, et comme ça je peux voir si, quand le cube reviendra dans ce niveau plus tard, est-ce qu'il pourra, comment dire, passer ce niveau avec les nouvelles couleurs et avec les nouvelles habilités. Donc voilà, le but c'est vraiment qu'il puisse... Ok. Donc oui, ça c'est dû au framerate, je suis désolé, donc je vous en montrerai pas plus malheureusement. Non mais avec le framerate il fait pas la démo complète, donc voilà, tant pis, désolé. Oui, malgré ça, enfin voilà, j'ai quand même quelque chose qui a pas mal avancé, même si j'ai pas pu tout montrer correctement. Du coup, la suite, donc pour moi en fait c'est plus du tout faire un jeu que je puisse faire seul, parce que disons qu'au début je me suis vachement contraint, je me suis dit je sais pas animer, en programmation je suis pas une pointe, en graphique non plus, et pourtant enfin au fur et à mesure j'ai appris à faire de nouvelles choses, j'ai appris à développer, j'ai fait des choses que je croyais pas être capable de faire. D'ailleurs voilà, c'est à force de développer que j'ai outrepassé les limites que je m'étais contrainte au début, en me disant voilà, je peux le faire seul, je peux pas faire ce genre de truc. Maintenant je suis plus dans l'optique de j'ai vraiment envie de faire un jeu qui me plaît, du coup c'est ça mes limites, et j'essaie de trouver des moyens d'apprendre à faire les techniques dont j'ai besoin, de trouver des manières de passer à côté avec des petits tricks. Je pense que si les codeurs voient ce que j'ai fait en code, ils vont bien rigoler, parce que je pense que c'est pas du tout la bonne méthode, mais n'empêche que j'ai les résultats derrière, même si vous n'avez pas vu un truc très, très flagrant. Donc le contenu prévu que j'aurais bien aimé vous montrer, c'est les challenges. Alors les challenges, ça se débloque une fois que vous avez fini un puzzle. En gros, c'est des mini-jeux qui vous prennent 1 à 2 minutes à chaque fois. Donc ça, c'est pour les joueurs qui ont envie de passer 5 minutes sur le jeu. Ils peuvent faire des challenges, ça permet de débloquer des choses annexes s'ils veulent découvrir 100% du jeu. Du gameplay exotique, alors là c'est un tease dans un des artworks vite fait que j'ai mis, c'est genre on pourra avoir une sorte de navigation à la Wind Waker dans un niveau où on va déplacer un bateau avec le gameplay que je vous ai montré, vous savez le serrure où on fait tourner le cube. En fait j'ai fait ce GPU de sorte que je dis si c'est analogique la rotation ou si c'est par angle. Du coup je peux réutiliser ce truc là pour l'utiliser pour la navigation de bateau et le faire tourner avec cet élément là. Ensuite des boss, alors ça c'est venu il n'y a pas longtemps, je me suis dit merde ça manque un peu de boss ou de challenge assez important. Donc là vous voyez une photo d'un boss que j'ai modélisé il n'y a pas longtemps, et dans la scène dans laquelle je suis en train de le préparer, je suis encore en train de bosser dessus, je fais de l'animation, donc du coup je me suis mis à l'animation. Et voilà, et disons que pour l'instant ça part bien, c'est beaucoup de boulot, surtout que voilà, j'ai quelques bases en animation passées, mais bon j'aime bien apprendre, j'aime bien développer, j'essaye. Donc voilà, là c'est le premier boss qu'on va rencontrer, j'ai d'autres artworks et d'autres sketchs d'autres boss, mais j'ai pas pu les imprimer ni les faire sur Photoshop, donc je ne les montrerai pas. Et enfin le level up de l'avatar, ça c'était pas prévu au départ, et finalement je me suis dit une petite composante comme ça donne toujours l'intérêt aux joueurs de se dire ah j'ai débloqué d'autres trucs, j'ai débloqué d'autres mécaniques. En gros voilà, comme je vous ai dit, l'énergie ça vous permet d'augmenter le niveau du cube, donc vous aurez par exemple le Spirit Mode il a une limite d'interaction
avec les objets dans le décor, et ben cette limite va être augmentée au fur et à mesure que vous augmenterez votre niveau. Il y a d'autres trucs du genre des petits tips quand vous êtes en spiral mode qui vous dit la pièce de puzzle elle est à ça de toi. La plus proche pièce de puzzle elle est à ça de toi. Enfin, c'est beaucoup de trucs de confort qui vous permet d'aller jusqu'au bout du jeu. Et enfin d'autres trucs, et puis je me réserve aussi le plaisir peut-être de rajouter d'autres trucs au fur et à mesure que je développe, parce que c'est comme ça que beaucoup de choses se sont faites dans ce jeu-là. C'est que je suis parti d'une idée simple, et au final ça s'est éclaté en beaucoup d'idées, certaines que j'ai gardées, certaines que j'ai pas gardées. Et d'ailleurs les boss, pour tout dire, ça a 2 mois, l'idée d'avoir rajouté les boss. Voilà. Donc merci, désolé encore pour les démos techniques qui n'ont pas été à la hauteur. Donc si vous avez des questions. Donc oui, il y a la question de comment gérer le cube. Alors je pense qu'il y a beaucoup de programmeurs qui n'ont pas fait comme ça, mais moi je l'ai commencé à faire comme ça. En gros, j'ai mis des triggers sur le cube qui savent sur quelle face elles sont et quelle est la couleur attachée dessus. Et en gros, les triggers, ils entrent en interaction avec les dalles et ils disent ok, est-ce que la couleur est la même? Si oui ou non, le passage est autorisé ou pas. Mais ça, tu dois l'autoriser ou pas avant que ça touche Oui, voilà, en gros, j'ai fait beaucoup de tests dessus et j'ai fait des tailles de trigger qui permettent en fait de rentrer en contact et de faire le test avant que le cube ait fini son animation, entre guillemets, parce que c'est pas de l'anime. C'est fait une rotation avec des pivots, des trucs dans tous les sens. Un truc casse-tête que honnêtement je ne sais pas si j'ai envie de revenir dessus aujourd'hui. Mais en gros voilà, c'est fait avec des triggers, je connais la couleur de la face, je connais la couleur de la face à côté, et beaucoup de choses est fait comme ça aussi. En gros j'ai pareil pour les attractions, sauf que le trigger est un peu plus long. En gros c'est la portée d'attraction que j'ai avec le cube. Il teste pour voir si je suis à la bonne portée et il teste aussi la couleur de la dalle. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait tout le déplacement du cube. Ça c'est du playtest. Honnêtement c'est du playtest, ça j'imagine que ça c'est moi qui vais le faire quand je vais le montrer à d'autres personnes, s'ils me disent ah tiens là j'ai été bloqué. Après je me suis dit ça peut arriver souvent, notamment dans certains challenges, il y a la possibilité de bloquer, mais dans les challenges, comme j'ai dit, c'est 1 à 2 minutes, et le but c'est justement de le réussir à 100% ou de ne pas le réussir du tout. Et là il y a une notion de restart où on peut recommencer directement. Ça marche déjà, et pareil, j'ai pas pu vous montrer, mais peut-être encore pour une prochaine fois. Donc voilà. Je sais pas si c'est Edge. Edge. C'est un jeu iPhone qui fait ça. C'est vrai? C'est toute cette mécanique-là, sauf qu'il n'y a pas les couleurs. D'accord. Ouais, parce que moi je connaissais Blue Dice sur PSN, je ne sais pas s'il est sur XBLA, moi je l'ai découvert sur PlayStation 3. Et pareil, il y avait aussi cette mécanique de déplacement de cube. Et je me suis dit, bah voilà, enfin, j'ai quand même, pareil, il n'y avait pas cette mécanique de couleur, mais plutôt un vrai dé où il y avait les points, il fallait que les points au-dessus correspondent avec un autre dé pour débloquer le passage. Et je me suis dit, bah, c'est une autre version, c'est une autre façon d'amener un déplacement avec un cube, donc voilà, j'ai tenté et je continue encore. En puzzle 3D avec déplacement pièce par pièce, il y avait Cooler World aussi sur PlayStation 1, qui déjà, la même chose mais avec une boule en fait. C'est des grandes pièces par pièce, et vous pouvez sauter tout un truc et marcher pas sur des zones, etc. Des puzzles. Moi, c'est plus une suggestion. Moi, j'ai un peu de la tennis, pour un rouge vert, c'est presque la même couleur. Donc, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as d'autres couleurs là-dedans. Si, bah, il y en a 6 le nombre autour du cube. Après, je suis désolé. Mais sinon, oui, juste pour ça, parce que moi je suis toujours conscient, mais il suffit d'avoir une saturation qui est différente. Ouais. Et normalement, c'est pas. Pensez pas à avoir un rouge et vert dans une saturation, parce que là, j'apprends. Non, mais normalement, enfin, j'ai fait exprès pour que ce soit très distinct. Normalement, enfin, d'ailleurs, là, vous avez vu une version assez élevée, parce qu'avant, il y avait, on va dire, j'avais des couleurs qui étaient assez proches les unes des autres, surtout quand je mettais une lumière dans le niveau. Enfin, ça jouait vachement. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Là, ça se voit pas bien. Moi aussi, je ne reconnais pas trop. Là, c'est trop jaune. Mais j'ai commencé déjà à pas mal travailler sur les contrastes entre les différentes couleurs pour que l'on reconnaisse bien vraiment les différences. Sinon, tu peux rajouter
sur le cube, mais j'avais mis des motifs associés à des couleurs. Et j'ai hésité à les mettre sur les dalles aussi, mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu chargé sur le niveau. Du coup, c'est encore à tester. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses encore à voir qu'on progresse. J'ai pas fait beaucoup de playtests. Les quelques-uns que j'ai fait, c'était avec des gens qui étaient non-joueurs. Du coup, ils se sont arrêtés à « Ah, c'est sympa ». Et voilà. Vous n'avez pas de problème pour bouger la caméra en même temps En fait, ils faisaient ça séparément, mais comme c'est un jeu de réflexion dans lequel on a le temps, au final, ça les a pas gênés. Au contraire, il fallait leur dire qu'on bougeait la caméra comme ça. Il n'y avait pas encore les premiers tutos que je vous ai montrés dans la première salle. Donc j'aurais juste mis un niveau de test et je leur ai dit un peu comment contrôler. Et en fait, petit à petit, comme ils savaient qu'ils avaient le temps, ils ont pris leur temps, ils ont bien anticipé, ils ont vu. Donc, voilà. Et j'ai fait une vitesse de coupe assez rapide parce que je sais qu'il y a d'autres joueurs qui eux veulent tracer. Ça n'empêche pas qu'on puisse contrôler, on peut y aller pas par pas. Donc voilà. Et c'est assez rapide pour aller assez vite pour ceux qui ont envie de rusher. Du coup, là, donc le caméra sur le binding des touches. Oui, il influe. En gros, j'ai fait un peu comme les jeux d'aventure où, en gros, avant c'est toujours la face de la caméra. En gros, si vous bougez la caméra, avant ce sera toujours face à la caméra. Donc ça c'est fait, c'était un des premiers trucs que je voulais parce que sinon, honnêtement, les premières fois, il n'y avait pas ça. Et je m'éternais dans mes touches. Donc là maintenant, ça c'est implémenté, c'est fait et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, même si vous faites avant, vous pouvez même vous diriger juste avec la souris. En gros, si vous bougez la souris et vous avancez tout droit et vous avancez en fonction de là où vous avez tourné la caméra. Je peux vous montrer, mais ça va être en slow-mo et j'ai peur que il y ait encore des bugs qui sortent. Oui, d'accord. Bon, je dirais pas sur les PC portables de Guillaume. Une fois que tu l'auras terminé, qu'est-ce que tu vas faire? Alors au début, honnêtement, c'était surtout pour me faire plaisir. Voilà, j'avais un temps, j'avais une carence où je me suis dit, j'ai pas envie de retourner dans l'industrie directe et faire que du level design. Enfin, j'ai pris goût, j'avoue, à développer des trucs par moi-même. J'aime beaucoup faire ça. Et je me suis dit, j'ai un peu de temps, je commence à faire ça. Donc c'était vraiment pour revenir un petit peu à cette source de faire du jeu. Qui m'a toujours plu, et en même temps, j'ai quand même eu de l'expérience professionnelle, donc je me suis dit, je me suis amélioré en design, pourquoi pas essayer d'appliquer ce que je connais en design et revenir à quelque chose qui me plaît. Donc voilà, là j'ai pas pu énormément faire de level design dessus, c'est beaucoup du test encore. J'ai fait quand même le game design, il y a le game design de Clone que je ne montrerai pas parce que c'est difficile à digérer, mais en gros, le design est prévu, je sais les objectifs, je sais comment le cube évolue, voilà, j'ai fait ces trucs-là, et c'est venu assez instinctivement dû à l'expérience professionnelle que j'ai déjà eue, qui m'a permis d'automatiser beaucoup de choses en design, et voilà, je me suis centré là-dessus pour ensuite essayer d'élever les autres compétences, programmation, graphisme, à ce niveau-là. Voilà, je sais que je n'aurai pas encore un niveau ultra professionnel, mais en tout cas, moi, ça me permet de faire ce qui me plaît en design. Voilà. On va faire une pause, genre une demi-heure max. Et après, William viendra nous parler framework et Patro et tout ça quoi. Programmation de jeu. Tu restes pas ici? Ouais. Donc, Pardon,